contribuer à la biodiversité animale et végétale, donc par l'aménagement du parcours. Des environnements qui va permettre un aménagement qui va permettre de favoriser l'exploration du parcours et donc éviter les zones où les animaux vont stagner en fait sur le parcours et donc préserver le couvert végétal qui est essentiel dans la préservation de la qualité de l'eau notamment. Et donc favoriser la répartition des animaux et donc la répartition des déjections. Et enfin, au niveau du changement climatique, c'est vrai qu'on peut identifier très rapidement des impacts qu'on peut qualifier d'impacts directs en fait. Le fait d'apporter de l'ombrage sur les installations aux animaux ou d'aménager le parcours qui va avoir une conséquence sur la protection, notamment contre le vent des installations, va avoir un effet direct sur l'ambiance et du coup, éventuellement sur les économies d'énergie, mais également sur la performance des animaux, donc du coup un effet direct sur le changement climatique et un effet indirect. Donc, on est plus dans la compensation cette fois, avec le stockage du carbone dans le sol, qui va être permis justement par l'aménagement du parcours. Et cet effet indirect qui viendra finalement compenser les effets négatifs éventuels de l'élevage sur l'environnement. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette introduction et je passe maintenant la parole à Geoffrey Chiron qui va nous repréciser les services rendus par les parcours. Merci Jean-Marie. Je vais juste faire une petite introduction par rapport aux catégories de services et aux services de la méthode Bouquet. Une petite piqûre de rappel pour démarrer ce webinaire pour que tout le monde ait bien ça en tête. Donc en fait, la méthode Bouquet qui a été développée lors du CASDAR Bouquet, des services ont été définis puisqu'en fait, les parcours peuvent contribuer des intérêts à large échelle et pour différentes parties prenantes, que ce soit pour les animaux, pour les éleveurs, mais également pour les consommateurs citoyens. Parmi tous ces services, 5 grandes catégories de services ont été identifiées que je vais vous présenter là, où on retrouve plusieurs services par grande catégorie de services. La première grande catégorie de services, c'est la production de ressources et de valeurs, où en fait, c'est un peu le pilier économique de la méthode Bouquet, où on va avoir deux notions. La première, c'est plus la production du revenu pour l'éleveur, et la deuxième, c'est l'approvisionnement du territoire en produits agricoles, où on va retrouver évidemment tout ce qui est production de l'atelier, avec des œufs ou de la viande, mais également toutes les productions secondaires qu'on peut retrouver sur le parcours, que ce soit du photovoltaïsme, du bois énergie ou bois d'œuvre, des fruits et éventuellement du miel. Et on va également qualifier le parc forestier, qu'on appellera investissement à long terme, c'est-à-dire qu'on va donner une valeur aux arbres qui sont sur le parcours par rapport à leur potentiel en bois d'énergie ou en bois d'œuvre. La deuxième catégorie de services, ça concernera la qualité de vie de l'éleveur. On va avoir un premier service qui concernera ses conditions de travail de vie, où on va regarder plus précisément le temps passé sur les activités du parcours, comme la taille des haies ou la fauche de la prairie, et également une pénibilité physique et mentale qui l'associe aux différentes tâches. Et on aura ensuite une appréciation du métier. En fait, ce sera comment est-ce que l'éleveur estime que le parcours contribue à son cadre de travail. La troisième catégorie de services, ce sera les relations élevage-consommateur-citoyen. Donc, on aura deux notions ici. La première, ce sont les attentes. Donc, sur tout ce qui concernera la qualité des produits, où on retrouvera les signes de qualité, donc à la fois pour les produits agricoles, que ce soit animaux ou végétaux, mais également pour le bois, avec les labels FSC ou PEFC. Et on retrouvera également tout ce qui est bien-être animal. Donc, ce sera plus particulièrement la protection contre le vent et le soleil pour les animaux et l'exploration des animaux sur le parcours. Et la deuxième notion qu'on aura, le deuxième service, ce sera les interactions avec les consommateurs. Donc, sur tous les échanges qu'aura l'éleveur avec les consommateurs citoyens, que ce soit lors de marché, enfin de sa présence au marché, ou à l'heure de visite à la ferme, ou encore sur les réseaux sociaux.
Ensuite, on aura comme catégorie de service l'intégration territoriale, donc tout ce qui concerne le territoire, donc vis-à-vis des emplois, qu'ils soient directement sur l'exploitation ou indirect. Donc là, ça va être tous les intervenants extérieurs qui vont venir apporter des éléments sur l'atelier de volaille avec parcours. Donc que ce soit pour la livraison de poussins ou la collecte d'œufs, mais aussi tout ce qui sera conseiller agroforestier, etc. On aura ensuite l'esthétisme du paysage qui va reprendre en fait un seul élément puisque c'est un peu subjectif l'esthétisme du paysage et quelque chose qui fait un peu consensus au final, c'est le taux de couverture du sol. Moins vous aurez de sol nu, plus votre parcours sera jugé esthétique. Et enfin, on aura la contribution à l'identité territoriale, donc avec la présence de SICO en lien avec le territoire et la participation de l'éleveur à des événements terroirs. Et enfin, la dernière catégorie de services, ce sera le pilier environnemental. On va regarder plusieurs choses. Au niveau du recyclage des nutriments, là, ça va être en fait la qualité des eaux derrière. Est-ce que le parcours est aménagé de façon à limiter les risques de lessivage des éléments de phosphore ou d'azote sur les eaux souterraines ou les eaux de surface? Ensuite, on aura sur tout ce qui sera atténuation du changement climatique par le stockage carbone dans les différents éléments du parcours, donc que ce soit les éléments arborés, mais également dans le sol avec la prairie. Et enfin, on aura la biodiversité animale et végétale, et notamment aussi la pollinisation par rapport la façon dont le parcours contribue à tout ça. Donc, quand on regarde aussi biodiversité, on regarde la connectivité du milieu. Est-ce qu'on a une rupture ou non du paysage par rapport aux habitats de la biodiversité? Merci Geoffrey. Et bien du coup, sans transition, nous allons donc donner la parole à Louis Dupuis de l'APESA, donc qui va nous faire une présentation sur le rôle de la valorisation des services socio-environnementaux des parcours. Louis, si tu es, je te vois, si normalement Bonjour, ça a marché, impeccable. vous m'entendez très bien, parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent donc aujourd'hui pour ce séminaire. Je vais tâcher, à la suite de la présentation de Geoffrey, de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que dans le cadre du projet Bouquet, nous avons essayé donc de déterminer cette valeur globale possible pour les services sociaux, environnementaux qui viennent de vous être présentés. Alors déjà, rapidement, essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que nous avons perçu, ces services, en termes, je dirais, de relations finalement les uns par rapport aux autres aussi, parce que c'est souvent ça qui est difficile. On a plusieurs services, on a un bouquet de services et on se dit: «Mais est-ce qu'on peut vraiment, valoriser tel service par rapport à tel autre?» Qu'est-ce qui est le plus important aussi, sur le parcours en fonction, des priorités, de chacun, bien sûr. Donc, du point de vue de l'exercice de valorisation que je vais vous présenter, le parcours, c'est donc un système, hein, où il se passe des choses, en termes, notamment de fonctions écologiques. Donc ça, Geoffrey vient d'en parler. Tout ce qui a trait, à la vie du sol, aux enjeux de lessivage, aux plantations et cetera et aux espèces animales, bien sûr. Et par rapport à ça, il y a vraiment une différence importante à garder, à l'esprit. C'est celle finalement entre des parties prenantes, qu'on va qualifier d'internes, c'est-à-dire des intervenants directs, sur le parcours. Donc vous en voyez quelques-uns qui sont listés ici, l'éleveur, les salariés, d'éventuels stagiaires, des intervenants et cetera. Et les parties prenantes externes qui créent en général, ces fameuses attentes sociétales, dont Geoffrey, vient de vous parler. Donc pour nous, économistes et donc pour la PESA intervenant dans le projet Bouquet, on s'est basé vraiment sur cette, première question qui était de savoir finalement ce service, à qui est-ce qu'il va être, destiné? Pour essayer de proposer une logique de valeur associée à ce service qui soit cohérente, pertinente et qui soit finalement un guide, pour l'éleveur dans son choix, de privilégier tel ou tel service ou de mettre en place, tel ou tel service sur le parcours. Donc assez rapidement, mais pour que vous voyez un petit peu peut-être la différence qui résulte de cet enjeu d'avoir plusieurs destinataires finalement des services. Parmi tous les services qui vous ont été présentés, les 12 services du projet Bouquet, on a donc fait la différence entre, des choses qui s'adressent plutôt, à l'éleveur, c'est-à-dire l'éleveur travaille,
en premier lieu pour lui-même, hein. Donc, on retrouve naturellement tout ce qui touche au cadre de travail, à la formation du revenu. Cette autoproduction de services est bien évidemment pas négligeable, comme tout travail domestique finalement, hein. C'est du temps passé, c'est de la satisfaction retirée. Donc, ça nous semblait très important de l'évaluer et ça aide aussi à mettre en visibilité ce temps-là pour d'autres discussions. Ensuite, il y a bien évidemment un parcours voilà, génère des protéines animales d'une consommation. Donc, le consommateur a cette attente directe, mais il a donc aussi des attentes indirectes qu'on qualifie en général de sociétales par rapport à ce qui se passe sur le parcours. Donc, il y a la question de l'approvisionnement, mais aussi tout ce qui peut être de bonnes pratiques, bien-être animal, des contributions plus diffuses, mais finalement tout aussi importantes dans le cadre d'un certain nombre de projets en lien à l'esthétique du parcours dans un milieu rural, et des aspects identitaires, sans parler bien sûr de tout ce qui relève de l'écologie et de la biodiversité. Alors finalement, il y a des choses qui sont d'une nature un tout petit peu différente. Ce sont des contributions, je dirais presque citoyennes finalement, de l'éleveur et de son parcours en tant que citoyen, qui renvoient à des enjeux assez globaux. Si on pense à la question de la pollinisation, on est finalement dans un sujet de viabilité de l'élevage et de l'agriculture au sens très très large, mais à des choses comme le maintien d'un emploi local et d'une activité en milieu rural, et bien sûr la lutte contre le changement climatique, qui pour nous ne rentrait pas vraiment dans les deux premières catégories, qui sont un espèce d'intermédiaire et encore une fois d'une valeur un peu plus citoyenne, je dirais, du parcours et de l'élevage. Donc vous l'avez vu rapidement, à ces différents types de parties prenantes correspondent différents types de méthodes. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup vous parler de méthodologie aujourd'hui au vu du temps imparti, mais sachez simplement qu'on a quand même tenu, compte tenu de cette vocation productive du parcours, à rester dans un cadre de référence assez proche des enjeux du consommateur, puisque la question que vous vous poserez probablement à la fin de ma présentation, c'est tous ces euros dont on me parle, comment est-ce que je pourrais les transformer en valeur ajoutée, et comment est-ce que je pourrais couvrir éventuellement les coûts que le traitement de ces services vont représenter pour mon exploitation. Donc, sachez qu'il est effectivement souvent assez difficile de matérialiser cette valeur pour un consommateur, puisque ce qui se passe sur le parcours, dans l'acte d'achat du consommateur, il ne peut pas le percevoir directement nécessairement par son acte de consommation, typiquement consommation de viande, d'œufs ou d'autres produits. Donc, on est effectivement sur un signal qui doit être envoyé. C'est plutôt la recherche. Donc là, ça renvoie à tout ce qui est signe de qualité, évidemment, où le signe de qualité est censé indiquer justement ce qui se passe sur le parcours. Mais parmi les services du projet bouquet, certains ne sont pas dans ce périmètre-là. Donc, on a utilisé une expérience d'achat auprès du consommateur, donc un cadre théorique, hypothétique, pour essayer de regarder sur les autres attributs que pourrait avoir donc cet achat de volaille ou d'œufs. Comment est-ce que le consommateur pourrait les percevoir? Toute la question étant de savoir, est-ce que pour lui, c'est déjà compris dans le prix finalement et dans la qualité gustative qu'il retire, ou est-ce que ce serait en plus? Et donc, c'est cette méthode sur laquelle je vais particulièrement insister aujourd'hui. On a donc un certain nombre de personnes qui ont répondu à un questionnaire sur la différence finalement entre ce qui relève pour eux de l'acte d'achat et de la consommation telle qu'elle est aujourd'hui, et de ce qui pourrait s'y ajouter par l'aménagement du parcours demain, ou qui se fait déjà de façon épisodique ou expérimentale à certains endroits. Et vraiment, parmi les choses qui ressortent dans les questions qu'on leur a posées, c'est ce positionnement par rapport à la question de la dignité animale, où clairement aujourd'hui les consommateurs font ce retour que le bien-être animal n'est pas encore suffisamment pris en compte dans les exploitations, sachant qu'on parle de consommateurs qui sont interrogés sur une vision globale des élevages. On n'a pas ciblé une production sous signe de qualité particulière ou autre type de démarche.
En revanche, ce qui est assez positif et intéressant, c'est que l'idée que l'agriculture contribue à préserver la biodiversité et que l'élevage de plein air est vraiment la vision, je dirais, latente, se retrouve assez bien dans ce questionnaire. Et on a donc finalement un public qui est assez ouvert, s'il était nécessaire de le prouver à nouveau, à l'idée d'un parcours multifonctionnel où l'éleveur s'occuperait de différents sujets et pas seulement de produire le plus rapidement ou le plus qualitativement des protéines animales. Et ce qui est intéressant aussi, parce que vous pourriez bien sûr penser qu'il s'agit d'une certaine sous-population ou d'un certain type de public qui a ses attentes, c'est que nos répondants se déclarent omnivores dans leur régime et on a, par rapport à la socio-économie de la population française, une population de répondants qui se déclarent ouvriers et employés avec des revenus qui sont en lien avec la population française. Donc, en étant caricatural, mais pour être clair, on n'a pas interrogé des jeunes urbains à haut revenu qui auraient des attentes fortement influencées par leur système de valeurs. On est sur un échantillon assez représentatif de l'ensemble des consommateurs français. Parmi donc ces axes de changement, d'évolution que cette population déclare prête à accepter, ou en tout cas attend par rapport au parcours, il y a une vision qui n'est pas manichéenne. C'est-à-dire que finalement, on est face à des gens qui achètent épisodiquement leurs produits à la ferme, mais pas non plus donc je dirais des utilisateurs réguliers de circuits courts ou encore une fois avec une démarche d'engagement extrêmement forte dans ce type de logique. Un quart seulement donc sont en dehors de la GMS, ce qui veut dire bien sûr que 3/4 aujourd'hui passent principalement par la GMS pour leurs approvisionnements, ce qui là encore nous ramène à l'idée d'un consommateur assez représentatif. Et la plupart se déclarent prêts à payer plus cher pour que l'éleveur assure d'autres rôles que celui de producteur d'aliments, sachant qu'on leur a cité ces exemples. Donc, on est sur un positionnement, je dirais, déclaré, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, plutôt de bonne volonté de la part d'une population, encore une fois, assez représentative à l'idée que ouais, l'éleveur et derrière donc le parcours doivent évoluer et peuvent représenter autre chose que cet approvisionnement en protéines animales. On a également contrôlé, puisque je vous parle bien sûr du fait du projet Bouquet, beaucoup de volailles, ça a été le principal vecteur pour interroger les consommateurs. On les a également interrogés sur l'impact de ce choix-là sur leur réponse et globalement cet impact est extrêmement faible. Donc il ne paraît pas absurde d'extrapoler s'il était nécessaire à d'autres types de production. Alors, comment est-ce que ce questionnaire se déroule? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on présente, après une série de questions, le consommateur avec des cartes de choix telles que vous avez à l'écran et on leur demande tout simplement de choisir entre deux alternatives sur la base des 6 attributs que vous avez ici. Donc, ces attributs, bien sûr, ont été dictés par les services dont on vous a déjà parlé. Essayez de regarder la valeur attachée par le consommateur à ces différents services. Donc, vous retrouvez un attribut de bien-être animal, la question de l'intégration paysagère du bâtiment et du parcours, la question du point de vente et la question du niveau de biodiversité constaté et perçu sur le parcours. Et on a utilisé donc le prix au kilo pour déterminer le consentement à payer, donc des consommateurs pour tout ça. Le dernier attribut qui est assez important et qui est, je dirais, un peu non pas le point le plus subjectif de l'étude, en tout cas pour le consommateur salé, mais qui me paraissait important, c'est qu'on a essayé d'utiliser la qualité gustative et la présentation du produit pour étalonner finalement le rapport entre les consentements à payer que je vais vous présenter et les achats concrets réels du consommateur aujourd'hui. Donc c'est en jouant sur la valeur de cet attribut par des méthodes statistiques d'étalonnage qu'on peut déterminer à la fois le consentement à payer relatif pour ces différents services et aussi où est-ce que le consommateur en est concrètement aujourd'hui et jusqu'où il serait prêt à aller. Donc, on est bien dans une démarche, comme pour l'ensemble du projet Bouquet, d'essayer de comprendre comment le système de valeur du consommateur va se traduire dans son acte d'achat. Et donc, là, très clairement, dans l'idée de voir comment est-ce qu'une évolution du prix payé pourrait permettre de financer le temps, les aménagements, des services associés sur le parcours. Donc,
souci d'objectivité scientifique, je vous livre les résultats tels quels et après je vous parlerai un petit peu de la façon dont on peut les interpréter. Donc, vous retrouvez dans cette diapositive les attributs que nous avons testés et la méthode statistique utilisée nous permet de regarder quelles sont les liaisons entre ces attributs. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà dans un premier point, déjà aujourd'hui dans le prix payé, la notion de paysage est considérée comme assez intégrée malgré tout par le consommateur. Donc, quelque part, on pourrait dire que le consommateur s'attend à ce qu'avec un prix plus élevé vienne une forme d'esthétique du paysage, une forme d'intégration en termes de matériaux utilisés, en termes d'éviter, pour être un peu caricatural, voilà, grand hangar en métal au milieu d'une prairie, je ne sais quoi. Donc, il y a déjà véritablement cette notion que l'intégration paysagère et finalement la qualité un petit peu des locaux et du parcours en tant qu'unité bâtie, donc plutôt l'atelier, est déjà assez intégré dans le prix. Donc, il y a potentiellement un consentement à payer résiduel par rapport à ça, mais il est plus limité. Et de la même manière, ce qui est intéressant, c'est que l'attribut biodiversité, qui bien sûr ne peut pas, c'est assez difficile en achetant une volaille de savoir de quel a été le contexte de biodiversité dans lequel elle a été élevée, mais les consommateurs associent ça à un type de point de vente, donc plutôt la vente directe à la ferme notamment, et au goût. Donc, il y a cette relation qui est faite dans l'idée qu'une volaille goûteuse, une volaille propriété gustative intéressante, a été bien élevée, entre guillemets, d'un point de vue écologique et environnemental. Donc, en travaillant, je dirais, sur les propriétés gustatives du produit, on peut faire passer une partie de l'aspect prise en compte de la biodiversité. Les enjeux principaux en termes de consentement à payer, les chiffres les plus élevés, hein, concrètement, sont liés justement à cette qualité gustative et à la question du bien-être animal. Donc, il y a, en termes de système de valeurs, un réel et un consentement assez important autour de ces deux aspects. Et comme je viens de vous le dire, en travaillant sur ces deux aspects, on peut amener un consentement à payer un peu plus global pour des choses qui sont plus difficiles à percevoir, mais qui intéressent tout autant les consommateurs. Donc, sur la base de ces chiffres bruts, on peut proposer quelque chose en termes de prix de vente actuel. Alors là, on est bien sur des prix, pour être clair, payés par le consommateur. Donc, bien sûr, on intègre bien sûr dans une certaine mesure tout ce qui les intermédiaires entre la sortie du parcours et ça, mais ça reste une des limites de l'exercice compte tenu de la diversité bien sûr de ces prix. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'en essayant d'étalonner ça par ce fameux attribut gustatif par rapport à la moyenne des prix observés par France Agrimaire, on a déjà une première dispersion où l'intégration par une production, dans ce qu'on a qualifié de production différenciée, puis de production plutôt haut de gamme, des attributs qu'on vous a présentés. Donc typiquement, la question de l'espace disponible pour la volaille en termes de BEA, la question d'intégration du bâtiment dans le paysage, le fait d'avoir un circuit plus court ou en tout cas un point de vente identifié qui permet de justifier de ces attributs dont on parle, hein, notamment les questions de biodiversité, etc. Ça traduit par un consentement à payer qui est quand même assez important, hein, puisqu'on passerait dans ces scénarios-là d'un prix payé perçu par le consommateur de 6 euros jusqu'à, dans le scénario le plus élevé, de 26 euros. Donc ça vous donne une idée, ce x2, x4, de la marge, je dirais, à des prix qui sont rapportés le plus possible au contexte actuel, qui existe et qui peut justifier effectivement un consentement à payer assez fort du consommateur. Ça, c'est le scénario, je dirais, qui se rapporte pour nous le plus à la réalité d'aujourd'hui. Après, si on se positionne sur une consommation future, donc ces chiffres-là sont peut-être un peu plus polémiques et on les trouve dans le cadre du projet Bouquet assez intéressant. On voit bien qu'en prenant plutôt l'attribut sensoriel et donc l'idée d'une viande goûteuse et encore une fois qui amènerait tous ces attributs avec elle, hein, on est toujours dans ce scénario-là, on passe sur un niveau de base, je dirais, beaucoup plus élevé et avec le même effet multiplicateur de l'ajout de ces autres attributs du parcours, on arrive à une production haut de gamme qui est extrêmement valorisée.
Donc, vous voyez ici un chiffre qui montrait jusqu'à 66 € le kilo. Vous vous dites sûrement, à la lecture de ce chiffre, qu'il est peut-être complètement hors de propos par rapport à la réalité du marché. Je voudrais simplement le replacer, dans ce contexte en termes de réflexion, un peu prospective, pour vous, d'une réalité qui est bien sûr que, la part de la du prix de la viande dans la consommation des ménages augmente en même temps que le volume diminue. Et si on regarde ce qui se passe, notamment dans la filière cunicole, par exemple, pour parler d'un autre sujet que je connais un peu, cet effet de baisse de la consommation, éventuellement de baisse de la quantité produite, a un effet assez fort sur le prix. Donc, si on extrapole à des horizons qui sont bien évidemment plus lointains, hein, là je commence à vous parler plutôt de 2030, voire de 2040, on peut assez bien imaginer que cet effet de ciseau, une baisse quantitative de la consommation qui est déjà à l'œuvre depuis un moment, assortie à une hausse du prix à payer, du consentement à payer, pardon, des consommateurs, mais contre ces services, contre cette multifonctionnalité, le chiffre avancé finalement, les 66 € ne paraît pas si absurde. Et en tout cas, il est assez clair qu'il existe une réserve de consentement à payer pour de la viande de qualité. Ce qui décide, je dirais, en étant là aussi peut-être un petit peu caricatural, mais ça permet de fixer les idées, un petit peu 2 voies, et c'est clairement la voie d'une production de qualité où il y aurait certes des coûts et des rôles supplémentaires, mais aussi une capacité à capter un consentement à payer et d'autres dispositifs de valorisation qui peuvent s'imaginer, bien sûr. On peut penser à politique agricole commune, mais aussi à d'autres formes d'aide, dans le cadre de ces services plus sociétaux, hein, dont j'ai parlé. Ça dessine une trajectoire où clairement on a déjà des signes avant-coureurs de la capacité de l'éleveur de récupérer une partie de cette marge et de ce consentement à payer. Et les chiffres dans ce contexte-là font assez bien sens. Rapidement, pour finir, par rapport à la présentation qu'a fait Geoffrey Chiron, pour nous, ces chiffres viennent justement à aider à prioriser un plan d'action pour l'éleveur qui déciderait d'intégrer ces nouveaux services dans son mode de travail et au sein de son parcours, en fonction de sa volonté de travailler peut-être plutôt pour lui, pour le consommateur ou pour le territoire, les valeurs relatives, hein, le nombre d'euros, le niveau d'euros associé à ces différents parcours, à ces différents services, pardon, permet de prioriser. Donc, il y aura une présentation de la même manière, même si on attend encore quelques expérimentations pour l'étalonner correctement, qui permettra donc de déterminer un plan d'action sur les catégories de services qui vous ont été présentées. Donc, en conclusion, rapidement, par rapport à un débat sociétal qui peut parfois être un peu caricatural, finalement, la logique de l'agriculteur et notamment de l'éleveur joue un rôle assez déterminant, important dans l'écologie des campagnes et dans le domaine des parcours où, bien sûr, le plein air crée un vecteur assez évident pour ça. Les consommateurs, ou en tout cas les gens que nous avons interrogés, semblent assez d'accord avec cette image. L'idée d'une baisse des volumes vendus avec une hausse de la marge semble aussi mouvement déjà engagé, encore une fois, amené à se poursuivre, en tout cas dans les déclarations et les intentions que nous avons. Et il y a clairement un équilibre à trouver qui permettrait finalement à la fois à éleveurs, aux consommateurs et au territoire de se retrouver dans ces modes de production qui sont clairement appelés pour la décennie qui vient et celle d'après. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Louis. Ce que je vous propose, c'est de continuer donc, et de repasser la parole à Geoffrey qui va nous présenter donc, le bilan des services apportés par les parcours avec le développement de la méthode Bouquet. Merci. Donc, suite à la clôture du projet Bouquet l'année dernière, où on avait fait un séminaire de restitution. Donc, au cours du projet, on avait développé cette méthode d'évaluation des services, du coup, en faisant un peu des tests, soit en station expérimentale, soit en ferme commerciale. En fait, on a décidé de faire une démarche de déployer un peu la méthode Bouquet et de la faire tester par ses futurs utilisateurs, donc notamment des conseillers agricoles, que ce soit des conseillers d'OP ou de chambres d'agriculture.
Donc, c'était un peu avoir un échange gagnant-gagnant pour déployer cette méthode. Donc, d'une part, pour avoir un aperçu des services générés par les ateliers avicoles avec parcours, et aussi pour permettre le déploiement de la méthode afin de permettre aux conseillers d'avoir un nouvel outil pour discuter de l'aménagement des parcours avec les éleveurs, et pour nous, en fait, avoir des premiers retours terrain sur comment on pouvait un peu améliorer la méthode bouquet. Donc, on a fait un appel à manifestation intérêt en janvier. En mars, on a pu former les futurs utilisateurs qui étaient volontaires, qui ont réalisé ensuite des diagnostics sur la période printemps-été de cette année. On a fait un premier retour des résultats en octobre. Donc, on a regardé un peu ce que ça donnait les évaluations, on a identifié les améliorations, et puis aussi un peu le retour des utilisateurs sur l'ergonomie ou la difficulté d'utilisation de l'outil. Et puis, aujourd'hui, on est sur la restitution et le partage des résultats. Donc, pour aller un peu plus loin, en fait, on a fait 2 sessions de formation, une qui était plus nationale et une qui était région Nouvelle-Aquitaine, ce qui a permis de faire 38 diagnostics répartis à l'échelle nationale. Et là où c'est plutôt positif, c'est qu'on a pu avoir un bon équilibre entre les 3 espèces, pondeuse, poulet et puis canard. Également, au cours des évaluations réalisées, on a vraiment une diversité des parcours qui ont été représentés à plusieurs points de vue, que ce soit au niveau des aménagements agroforestiers. Donc, on avait des parcours plutôt type prairie, des parcours avec différents degrés d'aménagement d'éléments arborés, jusqu'à des parcours sous-bois. Donc, quand même avec une dominante de parcours avec des prairies. Donc, les 3 premiers cas là que vous voyez sur la diapositive, donc soit avec pas d'aménagement du tout à part les haies, soit avec à la limite quelques éléments devant les trappes pour encourager la sortie des animaux. Au niveau des productions secondaires, là, c'est pareil. Alors, on a eu, du fait de la présence de beaucoup de prairies, on a eu une grande production de secondaire de foin dans la plupart des cas. Mais on a également eu du maïs lorsque les prairies étaient valorisées plutôt en culture. Et pour tout ce qui était éléments arborés, on avait pas mal de production de bois d'énergie ou de bois pour du piquet et un éleveur qui faisait également du BRF. Et on avait un petit peu d'agri-photovoltaïsme, un sur toiture des bâtiments et un sur des panneaux sur le parcours. Ce qui nous a amené un peu à définir une grande typologie, à retrouver un peu une grande typologie de parcours qu'on retrouvait. Donc, on a les parcours vraiment type prairie, où on a peu d'aménagements arborés sur le parcours. En fait, la place est laissée à la prairie, que ce soit pour la culture ou pour la culture de céréales ou pour la valorisation en foin. On a également les parcours vergers, en fait, où l'entièreté du parcours est consacrée aux vergers. Donc ici, c'est plutôt des vergers jeunes, donc c'est pour ça que les photos, elles sont pas très nettes. Mais en fait, voilà, le verger prend l'intégralité de la place du parcours. On a donc sous les sous-bois, c'est de la même façon, en fait, le bois prend une grande part de la place du parcours, avec en général une valorisation du bois, soit en bois piquet, soit en BRF, soit en bois énergie. Et après, on a un peu les systèmes mixtes. Donc, soit on a une mixte, une partie du parcours, c'est un bois, l'autre partie, c'est une prairie. Ou alors, c'est différents degrés d'aménagement d'éléments arborés, laissant plus ou moins de place à la prairie, où on peut avoir vraiment une production très variée, des productions secondaires. Dans ces cas-là, lorsqu'on a de production de fruits, c'est plus quelques arbres fruitiers avec de l'autoconsommation. Quelques chiffres à vous présenter. Au final, sur les 38 diagnostics faits, on a 61% des éleveurs qui effectuaient une production secondaire sur leur parcours. Sur ceux qui étaient sur les parcours de type prairie, au final, on n'en a que 28 qui ne faisaient pas de production secondaire et 50% faisaient une production de foin et 22% une culture de maïs. Au niveau de type sous-bois, là, on a tous les éleveurs qui valorisaient
leur bois énergie, alors de plus ou moins, hein, selon les cas d'études. Par contre, donc là, c'est plus pour ceux qui sont pas sous des sous-bois, mais qui ont des aménagements agroforestiers. Au final, on n'a que 17% qui valorisent le bois. Donc, je pense que c'est du fait qu'on a quand même un parc forestier qui est beaucoup moins important par rapport à quand on est en sous-bois. Et on a quand même une très bonne estimation du parcours par les éleveurs, puisque 70% des éleveurs estiment que le parcours contribue fortement à l'appréciation de leur métier. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Vous imaginez bien qu'avec toutes ces typologies différentes, il est un peu difficile de qualifier chaque typologie pour leur contribution des différents services. En fait, il nous faudrait considérablement augmenter l'échantillon. Donc là, c'est les 5 grandes catégories de services. Ce qu'on voit quand même, c'est que la qualité de vie de l'éleveur, elle est quand même notée. C'est un des piliers qui est le mieux représenté. Puisqu'on a vraiment une bonne vision du parcours de la part des éleveurs où on a fait des évaluations. Pour tirer un petit peu plus loin des enseignements de toutes ces évaluations faites, en fait, on ne peut pas se cantonner juste aux grandes catégories de services. En fait, il faut aller jusqu'aux services, puisqu'on a des cas de situation qui sont tellement différents que même si des services sont dégradés, ça peut augmenter d'autres services, et du coup, en fait, on ne voit pas la différence sur les grandes catégories de services. Donc, je vais vous faire quelques points clés qu'on a retrouvés un petit peu. Donc, en premier, c'est l'impact des productions secondaires sur les services économiques et sur la qualité de vie de l'éleveur. Donc, ce qu'on voit donc en dessous, c'est que lorsqu'on a une production secondaire en orange, on augmente les 2 services économiques, que ce soit pour le revenu de l'éleveur ou pour l'approvisionnement du territoire en produits agricoles, et ça sans dégrader les conditions de travail de l'éleveur. Donc ça, c'est très intéressant, hein. Ça veut dire parce que dans les conditions de travail de l'éleveur, on a le temps passé qui est pris en compte, et au final, c'est pas vraiment le fait de produire sur son parcours qui va vraiment alourdir la charge de travail de l'éleveur sur l'échantillon qu'on a enquêté. Au niveau de la densité des aliments arborés, là, c'est des choses sur lesquelles on peut un peu s'attendre, hein. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'éléments arborés, on va augmenter le service des attentes sociétales, puisqu'on aura du coup une meilleure prospection des animaux sur le parcours et une meilleure répartition des points d'ombrage. Alors, moyenne 2, je suis désolé, c'est une erreur. Là, donc, c'est le stockage carbone. Donc, évidemment, plus on a une densité d'arborés, plus on a un meilleur stockage carbone dans les parcours. Au niveau de la biodiversité, au final, c'est seulement ceux où on a une forte densité, où on a vraiment une amélioration de la densité. Et encore, donc, c'est à relativiser puisque les écarts types sont vraiment très grands à ce niveau-là. Et pour l'esthétisme, en fait, vu que ça dépend du taux de couverture du sol, au final, même les éléments arborés ne jouent pas trop sur ce service-là, parce que si on gère bien sa prairie, on peut également limiter le taux de sol nu sur son parcours. Donc voilà, ce n'est pas juste le fait d'avoir des éléments arborés qui contribuent à l'esthétisme du paysage. Si on regarde l'impact du taux de sol nu sur les différents services, au niveau de l'esthétisme, hein, là, ce n'est pas surprenant puisque c'est vraiment ce taux de sol nu qui va dégrader l'esthétisme du paysage. Au niveau du stockage carbone, c'est vraiment quand on a un taux de sol nu qui est très important qu'on va avoir un déstockage de carbone. Pour les autres cas de figure, en fait, je pense que c'est un peu masqué par la densité d'éléments arborés qui vient contrebalancer en fait le taux de sol nu. Et du coup, pour les attentes sociétales, plus on a de taux de sol nu, plus en fait on a une exploration des animaux une exploration du parcours par les animaux, d'où le fait que on a un meilleur score pour ceux qui ont un plus gros taux de sol nu. Et enfin, si on regarde un peu au niveau des espèces, donc on avait pintade, poulet, pondeuse et canard. Alors juste faire attention parce que pintade, on n'avait qu'un seul parcours. Si on regarde au niveau de l'esthétisme, le taux de sol nu était très bas
non, pardon. Il y avait le taux de sol nu était vraiment très important pour le seul élevage en patates qu'on avait, et un peu plus important pour le canard. Hein, donc ça reflète un peu la problématique par espèce pour ces deux espèces-là par rapport à la problématique du sol nu. Et par rapport aux attentes sociétales, eh ben, les pondeuses, au final, on a un taux d'exploration du parcours qui est un peu moins important que pour les autres espèces, mais notamment du fait de la taille des parcours, où c'est vrai qu'il est toujours difficile d'amener les pondeuses à aller jusqu'au bout du parcours tellement ils sont grands. Au niveau du bilan des retours des utilisateurs, la prise en main a été bonne. En fait, après, suite à la formation, ils ont réussi à bien prendre en main l'outil. Par contre, il fallait quand même qu'on puisse échanger par la suite. La formation n'a pas complètement suffi. Il y avait quelques points d'éclaircissement qui étaient nécessaires. Également aussi des éléments de précision à apporter sur l'outil pour éviter des erreurs. Ils ont trouvé l'outil qui était intéressant et qui permettait de faire un diagnostic complet. Il y avait quelques points qui étaient quand même un peu compliqués. Ils estimeraient qu'il y aurait des simplifications à faire. C'était notamment le cas pour les productions secondaires des éleveurs. En fait, les éleveurs, ils avaient du mal à chiffrer exactement combien ils produisaient. Notamment sur tout ce qui était bois énergie, ils avaient un peu du mal à estimer ça. Et là, le point en fait où il y avait vraiment une nécessité d'aller plus loin, c'est que suite au diagnostic, les utilisateurs, ils étaient vraiment partis pour faire du conseil et des préconisations, mais il manquait de renseignements sur comment les services étaient calculés et comment on pouvait jouer, sur quels facteurs on pouvait jouer pour améliorer les services, pour vraiment aller sur les préconisations. Donc, pour conclure, la typologie des parcours, comme vous le savez, elle est extrêmement variée. Là, on a pu tirer quelques éléments, mais en fait, le fait de poursuivre des évaluations permettra d'enrichir une base de données et nous permettra d'avoir vraiment un approfondissement des résultats et des services générés par le parcours. Là, on a seulement une première base, mais avec le déploiement de la méthode, on pourra vraiment enrichir ce traitement des données. Quand même vraiment une bonne estime des parcours par les éleveurs et à sa contribution sur leur cadre de travail. Et également aussi une bonne valorisation des parcours. Donc, plus de 50% des éleveurs ont des productions secondaires. Le retour des utilisateurs qui va vraiment permettre d'améliorer l'outil et qui va permettre aussi de développer des fiches techniques complémentaires pour permettre d'aller jusqu'au conseil suite à l'évaluation faite par l'outil Bouquet. Je vous remercie. Ok, merci. Du coup, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, Marion Pertusa va donc nous faire ce focus sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui a permis d'identifier des besoins, en fait, et de faire des propositions pour le développement de l'aménagement des parcours. Marion, c'est à toi. Oui. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Jean-Marie, donc moi je vais faire un focus particulier sur un état des lieux qui a été réalisé donc au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine pour faire un point en fait sur tout ce qui était freins, motivation, besoins en lien avec l'aménagement des parcours. Donc c'est un projet qui s'est déroulé dans le cadre d'un projet régional, donc avec la Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec les interprofessions, donc Palmipèdes et Volailles de Chair et la Chambre d'agriculture des Landes, et qui a fait l'objet du coup d'un stage de fin d'études de Marie Lesgourg, qui était étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et donc je vais vous présenter ça. Donc, juste pour replacer un petit peu le contexte par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une région donc, qui est un bassin de production assez conséquent au niveau des productions de volailles, donc ça soit en poulet de chair, donc c'est la 3e région productrice de poulet de chair et de palmipèdes à foie gras, puisque plus de la moitié de la production nationale est située en région Nouvelle-Aquitaine, principalement dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques et Dordogne. Et donc, la particularité de cette région, c'est qu'il y a une proportion plus importante de production de volailles sous signe officiel de qualité, donc avec un accès des animaux à l'extérieur, et d'où la question prégnante de l'aménagement des parcours qui se pose particulièrement pour cette région. Donc, les enjeux, on les a déjà cités, notamment via la méthode Bouquet. Donc, il y a des enjeux de durabilité qui sont associés à l'aménagement des parcours.
d'où l'intérêt de se pencher sur cette thématique. Donc les questions qui se sont posées par rapport à ça, l'idée c'est de faire un état en fait des attentes et ambitions au niveau des macro-acteurs, c'est-à-dire au niveau des filières, de faire aussi un état des freins à motivation plutôt associés aux producteurs en tant que tels, et de faire un parallèle entre ce qui était souhaité et de ce qui était présent actuellement pour proposer des perspectives en ce sens. Donc pour ce faire, il y a 2 démarches qui ont été mises en place, donc une démarche quantitative et une démarche qualitative. Et donc ici, je vais présenter la démarche qualitative, donc qui s'est reposée en fait sur des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés auprès des différents acteurs concernés. Donc, il y a un premier volet qui a consisté à interroger des acteurs des filières, donc sous la forme d'entretien semi-directif, c'est-à-dire qu'on guide en fait l'entretien par des thématiques, des questions, mais après, la personne interrogée est libre de répondre comme elle souhaite et de diriger ses réponses comme elle l'entend. Donc pour ce faire, on a interrogé donc 9 macro-acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, donc les interpros, des techniciens d'élevage, 2 conseillers agroforestiers, un conseiller régional et un élu de la Chambre d'agriculture, pour essayer d'identifier selon eux les objectifs qui étaient en lien avec l'aménagement des parcours au niveau des filières volailles et palmipèdes. Au niveau des arguments cités, donc du plus cité au moins cité, donc on a d'abord le pilier bien-être animal qui ressort principalement. Ensuite, on a tout ce qui va concerner l'image de la production, comment donner l'image de marque en fait du produit. Ensuite, le pilier environnemental, l'intégration au territoire, notamment dans un territoire régional avec qui est touristique. Et donc l'image de l'élevage est important par rapport à ça. Le bien-être de l'éleveur, et le pilier économie. Ensuite, du coup, pour chacun d'entre eux, bien sûr, il y a les enjeux sanitaires qui sont prégnants, notamment, d'autant plus actuellement, donc avec la question de l'influenza aviaire. Mais pour tous, cela ne doit pas entacher en fait le fait de travailler sur des travaux de fond, notamment sur la question de l'aménagement des parcours. Ensuite, ce qui nous a intéressé, c'était d'avoir un petit peu leur perception par rapport au niveau d'aménagement actuel des parcours, donc comment ils percevaient les niveaux d'aménagement actuels et les objectifs qui étaient fixés. Donc, en fonction des acteurs, on a des réponses assez différentes, mais globalement, les acteurs des filières considèrent qu'il y a entre 40 et 50% des parcours qui sont suffisamment aménagés, avec un taux un petit peu plus élevé pour la filière volaille de chair. Et les objectifs en fait qui sont fixés, c'est qu'on atteigne 100% en 2025. Donc, c'est notamment des chiffres qui sont fixés dans le plan RSO du CIFOG ou dans la feuille de route Nouvelle-Aquitaine Néoterra dans la section agroécologie, donc avec une ambition que l'ensemble des parcours avicoles soient aménagés d'ici 2025 et avec une volonté de pouvoir maximiser cela d'ici les 2 prochaines années. Donc ça, c'est l'objectif établi par la filière, sachant que derrière, ça pose aussi les questions à partir de quand on considère qu'un parcours est aménagé et sur quels indicateurs on se base pour considérer qu'un parcours est suffisamment aménagé ou pas. Donc ça, c'est des questions qui nécessitent d'être creusées, notamment par les interpros actuellement. Ensuite, le deuxième volet, donc le deuxième pilier d'entretien qui a été fait, donc c'était auprès des producteurs. Donc pour ce faire, il y a 18 producteurs qui ont été interrogés, donc 9 en production de volailles de chair et 9 en palmipèdes. Avec donc l'idée, c'était de pouvoir interroger des profils différents, à la fois des profils d'éleveurs et des profils aussi de parcours associés différents. Et donc, l'idée là, c'est de pouvoir mettre en avant les freins, les motivations et les besoins de ceux-ci sur la question de l'aménagement des parcours. Donc ça, c'est le panel des éleveurs de palmipèdes à foie gras qui ont été interrogés donc, dans les régions d'Ordogne, départements d'Ordogne, Landes et Pyrénées-Atlantiques, donc avec des typologies de parcours assez différentes. Et pour la section volaille de chair, label rouge et bio, donc pareil sur les départements Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne et de Sèvres, avec aussi pareil des typologies de parcours et des profils d'éleveurs assez variés. Donc, ce qui a été fait, donc on les a donc interrogés sur les motivations et freins en lien avec la question de l'aménagement des parcours, et on a sélectionné les thématiques qui ressortaient spontanément et le niveau d'importance qu'ils y associaient. Et donc, on a réalisé un scoring par rapport à ça.
Donc, ce qui ressort, pareil, en motivation principale, donc on retrouve le bien-être animal avec la question de faire de l'ombre aux animaux, permettre, faciliter l'expression de leur comportement naturel. Ensuite, on a tout ce qui a trait aux attentes sociétales, la question de renvoyer une bonne image, aider aussi à l'acceptation de l'élevage par le voisinage, garantir aussi une qualité organoleptique du produit. On a le bien-être de l'éleveur qui est associé, le pilier économique, donc comment diversifier les revenus, améliorer les résultats technico-économiques de ses productions, pouvoir être aidé financièrement aussi, ça c'est une motivation qui ressort. On a tout ce qui a ensuite trait à l'environnement, donc le stockage carbone, le drainage des sols, la naturalité du produit, et enfin, en dernière motivation, on a la partie injonction, donc le respect par exemple d'un cahier des charges ou d'une volonté d'une OP. Donc ça, c'est ce qui arrive en dernière position, qui n'est pas forcément cité de façon spontanée. Idem pour la partie des freins, donc on a utilisé la même méthodologie. Donc ce qui ressort en frein principal à l'aménagement des parcours, c'est la pénibilité associée à la mécanisation, à l'entretien de l'aménagement et aussi aux contraintes de mécanisation du parcours. Donc ça, c'est ce qui ressort assez spontanément pour la plupart des éleveurs, et ils y associent une importance assez élevée. On a pour d'autres le manque d'intérêt, et notamment avec d'autres sujets ou investissements qu'ils considèrent prioritaires en ce moment, notamment vis-à-vis de la question sanitaire qui est prégnante aujourd'hui. Les compétences techniques manquantes, donc certains soulèvent le manque de connaissances ou d'appui technique sur le sujet. Le pilier économique, il considère que les investissements sont trop conséquents, notamment en ce moment, et des contraintes d'utilisation de surface. Donc certains utilisent les parcours pour produire des cultures, par exemple, et ils trouvent ça convenable et ne voudraient pas forcément utiliser cette surface pour planter d'autres choses comme des arbres. La question sanitaire aussi, donc là, c'est la crainte d'attirer de la vie faune sauvage. Donc c'est quand même une croyance qui est assez importante pour certains éleveurs. Et donc, ça peut constituer des réticences à l'aménagement des parcours sur la question de l'attrait de la vie faune sauvage. On a aussi parfois des discours réfractaires, c'est-à-dire que il y a des OP qui sont pas forcément, dont les éleveurs considèrent qu'il n'y a pas forcément une motivation à l'aménagement des parcours ou un sujet prioritaire en tout cas. D'autres sont en fermage. Dans ce cas-là, ils ne se voient pas aménager leur parcours dans des surfaces qui ne leur appartiennent pas. Et puis pour 2 d'entre eux, c'était parce que ils approchaient de la retraite et n'avaient forcément manqué un peu de vision et de perspective par rapport à ce projet-là. Donc voilà un petit état en fait des principaux donc motivations et freins à l'aménagement des parcours. Et donc en fonction des différents discours qui ont été émis par les éleveurs, on a créé en fait des sortes de couleurs de discours ou des profils d'éleveurs. Il nous était apparu intéressant donc de faire cette sorte de typologie basée sur l'échantillon qu'on avait et sur les entretiens qualitatifs pour voir un petit peu les différentes couleurs de discours et pouvoir adapter potentiellement la démarche d'accompagnement en fonction des typologies d'éleveurs ou des profils d'éleveurs qu'on a en face de nous. Donc en fait, il y a eu quatre profils distincts qui ont été mis en évidence. Donc d'abord, on a un profil de producteur qui est convaincu, c'est-à-dire que ce sont des producteurs qui voient complètement l'intérêt de l'aménagement des parcours, qui ont une vision assez globale des différents services que cela peut générer. Donc il y a une conviction personnelle associée très forte et pour ce profil-là, le besoin ou le manque, ça pourrait être d'avoir davantage de connaissances et d'appui technique et d'accompagnement par rapport à l'aménagement. Ensuite, on a une couleur ou un profil de producteur qui est plutôt sensible aux questions environnementales. Il considère donc les motivations à l'aménagement de parcours principalement pour des motifs de préservation de l'environnement, de stockage du carbone, avec une sensibilité plus sur la partie environnementale, écologique. Et donc, les freins qui sont associés ou les besoins qui sont associés pour ce genre de profil, c'est plutôt la partie entretien des arbres, donc ils considèrent des contraintes par rapport à ça, et un manque de soutien et de compréhension par rapport aux structures accompagnantes, que ce soit les OP, les chambres, etc., avec un besoin d'avoir un peu plus de soutien par rapport à cette thématique.
Ensuite, on a un troisième profil qui est plus sensible à des arguments liés à l'économique. Donc, ce sont des producteurs qui voient l'intérêt plutôt par rapport à la valorisation d'une surface sous-utilisée, le fait de retirer un revenu complémentaire de ces aménagements, pouvoir potentiellement aussi améliorer les performances technico-économiques des productions. Et ce sont souvent des producteurs qui sont aussi sensibles aux injonctions associées, par exemple, aux obligations des cahiers des charges ou à des volontés liées aux OP. Et donc, pour ces profils-là d'éleveurs, les freins qui sont associés sont plutôt liés à l'investissement qui est associé à l'aménagement des parcours, aux inquiétudes de mécanisation du parcours. Et ce sont des éleveurs qui sont plus ou moins intéressés par cette thématique. Et on ressent quand même un petit manque d'intérêt par rapport à cette thématique. Et enfin, le dernier profil, donc c'est un profil d'éleveur qui est plutôt désintéressé par la démarche d'aménager les parcours, qui considère globalement que l'accès au plein air est suffisant. C'est des éleveurs qui voient un peu plus les aspects négatifs, qui ont une crainte par rapport notamment à la thématique de l'attraction de la vie faune sauvage, qui ont des inquiétudes par rapport à la mécanisation de leur parcours, par rapport aux investissements associés et qui ont globalement un manque d'intérêt et de connaissances associées à cette thématique-là. Donc c'était juste, on a identifié 4 couleurs de discours et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fonction de cela, adapter potentiellement le conseil, les arguments et le niveau d'accompagnement. Donc, en perspective, au niveau des propositions d'accompagnement, donc on a recroisé en fait les besoins qui étaient exprimés à la fois par les macro-acteurs et à la fois par les éleveurs pour donner des pistes en fait d'accompagnement et aller vers la situation souhaitée, notamment par les filières, d'avoir le maximum de parcours aménagés d'ici peu. Donc, tout d'abord, ce qui est apparu, c'est un besoin d'avoir une sensibilisation générale plus élevée de façon globale en fait, en utilisant notamment des moyens, des supports différents, des journaux techniques, des vidéos, etc. D'avoir aussi un lien avec l'enseignement agricole, donc permettre de redonner une place à l'arbre dans l'enseignement agricole, une sensibilisation aussi au niveau des techniciens, donc qui sont les acteurs directement en lien avec les éleveurs, et donc les techniciens d'élevage pourraient aussi assurer cette sensibilisation-là de façon un peu plus prégnante. Ensuite, on a le besoin d'un accompagnement technique au long terme. Donc certains producteurs nous ont émis le fait qu'ils ne savaient pas forcément à qui s'adresser encore, donc et d'avoir un accompagnement technique plus long terme. Donc dans ce cadre-là, l'intérêt ce serait de pouvoir assurer un suivi des aménagements de parcours sur le long. Ensuite, le besoin d'avoir des références techniques, économiques, scientifiques, notamment sur l'impact des aménagements de parcours sur le microclimat, sur le comportement des animaux, sur leurs performances technico-économiques, etc. D'avoir des réponses à des questions que certains se posent et sur des questions scientifiques, notamment par rapport à l'attrait de la vie faune sauvage. Donc certains se posent encore cette question. Ensuite, le besoin d'avoir des exemples et témoignages. Donc ça, c'est quelque chose qui est relevé pas mal de fois. Donc un éleveur qui parle à notre éleveur, c'est souvent efficace et ça peut souvent déclencher des choses, de voir en fait en vrai qu'est-ce que ça peut donner un aménagement de parcours. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'accentuer ce pilier-là par la diffusion de témoignages, par des exemples, par la mise en réseau aussi d'éleveurs pour qu'ils puissent échanger entre eux, ce qui notamment inscrit dans le fait de créer des dynamiques collectives et de faire des complémentarités, notamment entre compétences, en associant les techniciens d'élevage avec des conseillers agroforestiers pour pouvoir faire une complémentarité par rapport à ça. Et enfin, le dernier besoin qui a été exprimé, c'est d'avoir du soutien financier, soit en créant, par exemple, des micro-filières de valorisation de certains aménagements ou par tout simplement l'aide à l'aménagement. Donc voilà un petit peu un état de ce qui a été exprimé en termes de besoins. Assez succinctement.
Voilà, donc nous pour la suite, donc ce groupe-là de 18 producteurs, en fait, donc ils ont été interrogés. On a aussi fait du coup un diagnostic bouquet chez eux. Et l'idée, c'est de pouvoir les associer dans un réseau d'appui technique collectif, donc de faire des petites réunions par groupe d'éleveurs pour qu'ils puissent échanger entre eux sur leurs projets et de pouvoir établir en fait un projet d'aménagement qui serait suivi sur le long terme avec la mise en place d'une plateforme numérique sur laquelle ils pourraient échanger. Donc c'est un petit peu un test pilote d'une démarche qui peut être efficace. Voilà, et donc la partie quantitative, elle a été initiée ce printemps. On va refaire une seconde vague, donc c'est sous la forme d'un questionnaire à remplir pour avoir un état des lieux un petit peu plus exact du niveau d'aménagement réel des parcours à l'échelle régionale et pourquoi pas plus à l'échelle nationale. Voilà pour moi. Merci Marion pour cette présentation très complète. Du coup, ce que je vous propose, c'est de continuer du coup en passant donc la parole tout de suite à Nouma Fauchère de l'association Agrouf, la SCOP Agrouf, pardon, pour présenter en fait la méthode de suivi des performances sylvicoles des parcours arborés. Oui, merci. Bonjour à tous et donc merci à l'ITAVI pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux participants qui sont présents ce matin. Donc, je m'appelle Numa Fauchère, je suis conseiller et formateur en agroforesterie à la SCOP Agrouf. J'interviens ce matin suite à la participation de mon collègue Fabien Liagre dans le cadre du projet Bouquet. Donc, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions dans le chat. Là, la présentation va durer un quart d'heure. Et après, on pourra revenir s'il y a des questions. Donc, aujourd'hui, la présentation, elle va se dérouler autour des performances sylvicoles, des parcours arborés. Et notamment, on va essayer de voir comment on peut évaluer ces performances sylvicoles. Souvent, en parcours volaille, on parle des performances zootechniques. Là, on va s'intéresser vraiment aux performances sylvicoles. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les performances sylvicoles vont être dépendantes un peu des objectifs que se sont fixés les éleveurs pour l'élaboration et l'aménagement de leur parcours volaille. Donc, si les objectifs sont en lien avec le bien-être, par exemple, ou pour limiter le stress des volailles, on va plutôt partir sur des aménagements arborés et continus qui vont diminuer le vent, par exemple, qui vont apporter de l'ombrage. Donc là, on aura des méthodes d'évaluation différentes que si, par exemple, on est dans un objectif de diversification de l'alimentation, où là, on va plutôt introduire des fruitiers et effectivement favoriser la prospection de l'ensemble du parcours. Il peut y avoir aussi des aménagements différents si l'objectif, c'est de stimuler l'appareil musculo-squelettique des volailles ou de favoriser l'expression des comportements naturels. Donc, suivant ces différents objectifs, on va avoir des aménagements arborés. Et l'objectif de fond, c'est bien de savoir si et comment surtout valoriser cette biomasse issue des ligneux. Alors, déjà, pour introduire un peu la place des ligneux dans l'aménagement des parcours volailles, il faut savoir que donc, les ligneux peuvent avoir différentes conduites, différentes formes. Il y a plusieurs objectifs et plusieurs finalités qui peuvent être données à des ligneux. Donc, si on parle d'arbres, on peut avoir des arbres à essence bois d'œuvre, mais ces essences bois d'œuvre, par exemple, on pense au noyer double fin, il peut aussi avoir une vocation de production. Donc ça, il faut le prendre en compte avant de produire les différents critères qui permettront d'évaluer les performances. On peut penser aussi au mûrier blanc qui a différentes finalités, donc production de BRF notamment ou de plaquettes forestières, donc plutôt bois énergie, et aussi production de fruits associés au mûrier blanc. Donc il faut bien faire attention à l'ensemble de ces essences qui peuvent avoir des diversités de finalités. Et ces diversités de finalités se retrouvent aussi dans les types d'aménagements. Donc si c'est plutôt des aménagements qui sont en périphérie des parcours volailles, donc là on va plutôt parler des haies. Là, on aura plutôt une finalité donc bois énergie notamment avec de la plaquette ou du bois bûche. Et là, on va avoir des critères d'évaluation qui seront différents. Donc, et les objectifs qui seront associés
aux bois, aux haies périphériques seront plutôt, on va dire, liées aux performances zootechniques, aux services qui peuvent être rendus, notamment en biodiversité, en termes de corridors écologiques, mais aussi en termes d'ombrage et de brise-vent. Alors que pour des arbres de OG, donc qui vont se retrouver plutôt en intraparcellaire, dans les parcours en intraparcellaire, il va y avoir plutôt des objectifs de production, donc pour venir complémenter peut-être les rations, mais aussi des objectifs de bois d'œuvre, et on va décliner par la suite les différents critères qui permettent de décrire un peu cette production de bois d'œuvre. Et enfin, pour d'autres types d'aménagements qu'on retrouve généralement dans les parcours volailles, notamment donc les peignes qui sont en sortie de bâtiments, ces parcours-là peuvent éventuellement être associés à une petite production en termes de bois, énergie. Alors, dans la suite, on va voir donc les critères d'évaluation du bois d'œuvre sont très liés à trois phénomènes, donc notamment autour de la croissance. Donc là, on va parler plutôt de la vitesse d'accroissement annuel des arbres. Ça permettra de donner des indications sur la valeur des arbres. Effectivement, si les accroissements annuels sont très importants, on va avoir un bois qui sera peu dense et qui sera peut-être moins valorisé qu'un bois qui aura des accroissements annuels plus faibles. Ce serait intéressant aussi de faire un focus sur les défauts d'entretien qui peuvent être associés au bois d'œuvre, ou plutôt des bois intraparcellaires. Les défauts d'entretien, ici on parle bien donc des différentes tailles et des différentes interventions qu'il peut y avoir sur les bois d'œuvre intraparcellaires. Il faudra faire bien un focus sur cet aspect-là pour voir quel type de valorisation seront associés. Et enfin, sur le bilan sanitaire, l'objectif, c'est bien de voir les différentes maladies auxquelles peuvent être soumis les différents bois intraparcellaires, notamment est-ce qu'il y a des descentes de cime, est-ce qu'il y a des attaques fongiques. C'est ces ensembles de questions qui vont permettre de définir un peu comment valoriser et surtout à partir de quels critères on peut estimer la valorisation de notre bois d'œuvre. Concernant le bois énergie, donc on peut parler du bois énergie plutôt en termes de litière ou en termes de bois bûche. Là, on a deux critères principaux qui permettront d'évaluer les performances. Donc, notamment, c'est autour de la vigueur des repousses, notamment sur les taillis. Donc, les taillis, c'est une fois que les arbres ont été exploités, on va les couper au ras du sol et on va avoir des rejets qui vont pousser. Donc, c'est cette forme de taillis, donc sous forme de CP. Et on va essayer d'évaluer ces repousses pour voir la longueur, notamment, et le diamètre. Ça, c'est un premier critère. Et le second, c'est une fois que ce bois a été exploité, quel volume il sera produit à partir de ce bois. Ça va nous donner des références sur le système pour ensuite se projeter sur comment améliorer donc, les performances sylvicoles. Et enfin, en lien avec le microclimat, donc, là, les critères auxquels il faut s'intéresser, c'est bien le volume du houppier, notamment donc, en lien avec les rayons incidents et l'ombre portée qui va être apportée sur le sol, qui va permettre aussi de réduire les stress hydrothermiques des volailles. Bien sûr, il y a aussi la vigueur de l'arbre qui va être associée donc au volume du houppier. Et le microclimat peut aussi se juger au bien-être animal, concrètement, comment se conduit les animaux qui sont dans un parcours arboré. Ça va nous permettre d'avoir des indications sur comment est maintenu donc, ce parcours arboré. Donc, concernant le bois d'œuvre, on va faire un petit focus sur le bois d'œuvre. Ici, sur la photo que vous voyez, donc, il y a des noyers noirs, vocation bois d'œuvre. Donc ici, on voit bien une bille qui fait plusieurs mètres de haut. Généralement, la bille de bois, elle fait entre 3 et 6 mètres de haut. On observe sur la photo de droite qu'il y a donc les cernes annuelles, du coup en coupe transversale. Et ce qui est caractéristique en agroforesterie, et ici sur les parcours volailles, c'est que ces cernes annuelles vont être assez resserrées et vont être réparties de manière homogène dans la bille de bois. Donc ça va permettre d'avoir une bonne conformation de la bille de bois et d'avoir une bonne valorisation du bois d'œuvre. Donc, cette bonne valorisation des arbres agroforestiers en comparaison des arbres en forêt, en boisement pur, elle est due à plusieurs choses, notamment le premier point, c'est que c'est des arbres qui sont souvent en plein soleil, qui peuvent profiter d'un ensoleillement maximal, qui ont peu de compétition avec les concurrents qu'il y a autour, et aussi qui peuvent profiter des lixiviations et notamment des lessivages des ions mobiles en profondeur.
Donc pour continuer sur les différents critères du bois d'œuvre, là on voit sur le tableau de gauche, donc il y a différentes essences et à quel prix ces différentes essences peuvent être valorisées. La première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, entre essences, il y a des fortes disparités. Ça, c'est dû notamment à l'âge d'exploitation de ces essences et aussi aux différents marchés du bois d'œuvre qui existent actuellement en France. Donc, on observe que c'est plutôt des arbres rares, donc rares en tout cas en contexte forestier, comme l'alisier, le cormier et le noyer, qui peuvent être très bien valorisés. On observe qu'au sein même de ces essences, il y a des grandes variabilités. Il y a quelquefois un facteur 5. Par exemple, pour le noyer, une bille au mètre cube peut se vendre entre 300 et 1500 euros le mètre cube. Et ça, c'est dû effectivement à l'entretien qui est réalisé sur les arbres. Donc l'entretien, c'est un critère de performance de sylvicole. L'entretien, quand on parle d'entretien, on parle surtout les premières années de la taille d'entretien et la taille de formation notamment. La taille de formation, elle consiste généralement à favoriser une flèche plutôt verticale, limiter les fourches et commencer à réaliser un élagage. Et puis, c'est une taille qui est réalisée les 10 premières années. Et puis, très vite, c'est la taille d'entretien qui va permettre de supprimer les branches basses et permettre d'élaguer l'arbre à partir du bas. Ça va permettre de créer une bille qui sera soit valorisée pour du tranchage ou du déroulage. Donc, ce sont deux procédés industriels qui permettent de couper dans le sens de la largeur, en fait, l'arbre et permettent de faire du déroulé. Donc, ça peut être du contreplaqué, ça peut être des palettes. Il y a plusieurs modes de valorisation de cette bille. Mais aussi, il y a un mode de valorisation associé donc, au sciage. Donc là, plutôt utilisé en menuiserie ou en ébénisterie. Et enfin, quand on part plutôt sur le houppier de l'arbre, il peut y avoir une valorisation en bois de chauffage, en bois énergie, mais aussi en BRF, donc en bois réaméal fragmenté. On observe généralement que les arbres agroforestiers sont plus trapus et ont une vitesse de croissance plus importante que les arbres en contexte sylvicole pur. Donc, pour conclure là sur les différents critères qui permettent d'évaluer les performances des arbres, donc notamment il faut savoir à quelle catégorie appartiennent nos arbres. Ici, je vous présente 3 catégories, donc plutôt les peupliers paulownia qui ont une faible valorisation en termes de bois d'œuvre, le groupe B qui est plutôt associé aux espèces rares comme les noyers, les merisiers et autres, qui ont une très bonne valorisation, et enfin un groupe intermédiaire qui est plutôt présent en contexte forestier et qui ont un peu moins de valorisation. Donc la catégorie d'essence est très importante pour savoir comment valoriser l'arbre. Ensuite, bien sûr, il y a le nombre d'arbres, l'âge, évidemment. Et ensuite, il faut calculer donc la hauteur totale de l'arbre, mais aussi la hauteur de la bille pour savoir comment la valoriser. Donc pour ça, il y a différents outils qui existent, plus ou moins sophistiqués. Et enfin, pour connaître le volume, le dernier élément qui est nécessaire, c'est bien le diamètre de l'arbre, qui va être calculé à 1,30 m à l'aide d'un compas forestier ou d'un ruban, d'un mètre ruban, par exemple, qui va permettre de connaître le volume qui sera exploitable sur notre arbre. Donc, on dit généralement qu'il y a seulement 2 critères qui permettent de connaître comment va évoluer l'arbre. Donc, c'est bien la hauteur et le diamètre des arbres. Ensuite, sur les parcours volailles, il y a d'autres modes de valorisation du bois, notamment les plaquettes forestières. Donc, il faut faire attention. Les plaquettes forestières, c'est du bois qui va être coupé plutôt l'hiver, qui a un rapport carbone sur azote assez important. Donc, c'est pas du BRF, c'est pas du bois réaméal fragmenté. C'est que les plaquettes forestières vont être soit utilisées en bois énergie, donc dans les chaufferies, soit utilisées en litière. Donc, en litière, il y a plusieurs retours assez positifs d'éleveurs qui nous disent qu'il y a une capacité d'absorption assez importante de la plaquette forestière. Donc, c'est une opération, le broyage qui peut être mécanique et qui peut être assez rapide. Et il faut savoir donc, pour faire sécher ce bois, ça sèche par fermentation. Il faut arriver à un taux de séchage de l'ordre de 20% environ. Ensuite, sur d'autres modes de valorisation du bois énergie, donc bien sûr, il y a le bois bûche. Il faut savoir qu'il y a différentes essences qui permettent d'avoir
des capacités calorifiques très variées. Donc ce bois-bûche, il se retrouve plutôt donc dans les haies périphériques des parcours volailles, mais il faut savoir qu'il y a une grosse compétition aussi avec la filière purement sylvicole, et que dans le cadre des parcours volailles, qui sont souvent sur des petites surfaces en comparaison des contextes en contexte sylvicole, il y a des difficultés pour valoriser ce bois-bûche. Donc là, dans le cadre des haies périphériques, il faut savoir qu'il y a différents types d'aménagements. Là, je voulais faire un focus un peu sur les arbres têtards. Donc les arbres têtards, c'est des arbres dont le houppier, donc l'ensemble des branches, ont été rabattues, ont été coupées jusqu'à 1 mètre ou 2 de hauteur. Et ces arbres sont associés à une très bonne productivité. On estime à 0,3 tonnes de matière sèche par arbre et par coupe sur un arbre têtard, alors que sur 1 kilomètre de haie, on a environ 3 tonnes de matière sèche qui peuvent être produites, donc soit en termes de plaquettes forestières, soit en termes de bois-bûche. On observe sur la photo de gauche, donc là, c'est une cépée, un arbre qui a été prélevé jusqu'au sol, et on observe différents brins qui vont pousser à partir de cette cépée, et on va voir quelles sont les méthodes qui permettent de caractériser un peu les performances de cette cépée. Il faut savoir que pour savoir comment, la vigueur de cette cépée, on peut caractériser donc la longueur et le diamètre des tiges qui peuvent pousser à partir de cette cépée, et bien sûr le nombre de rejets aussi. Comme ça, on va pouvoir estimer le volume de bois qui pourrait être produit sur nos parcours arborés. D'autres critères aussi qui sont en lien avec la valorisation du bois énergie, notamment, donc le bois biomasse, c'est le nombre d'arbres, bien sûr, le nombre de têtards. On a vu que les têtards pouvaient produire énormément en comparaison des haies simples qui sont menées en taillis. Et bien sûr, l'âge aussi, avec un déclin qui peut être régulier en fonction de l'exploitation de la haie par rapport à la productivité. Et il y a différentes catégories d'arbres qui existent aussi, qui peuvent, en fonction de leur capacité calorifique, on aura différents modes de valorisation. Voilà. Ensuite, là, je voulais vous parler rapidement du projet de recherche qui s'appelle EcoAF, qui est développé par l'INRA de Montpellier, qui permet de modéliser la dynamique de plantation d'arbres agroforestiers. Donc là, c'est plutôt en arbres intraparcellaires, et pour voir l'évolution dans le temps du développement du houppier et aussi de la bille de bois. Cette modélisation, qui peut être déclinée à différentes régions et dans tous les contextes, permet de voir un peu la mortalité, permet de voir le développement du houppier, et permet surtout de voir l'ombrage qui est réalisé et qui est porté sur les parcours volailles. Et cet ombrage, du coup, on a vu en introduction, qui est très lié au microclimat et donc aux températures et à l'humidité des parcours volailles, et donc aussi au bien-être de nos animaux. Donc c'est ce projet de recherche, donc EcoAF, qui permet de faire des modélisations. Il permet aussi il peut être utilisé par les éleveurs, notamment avec l'application Diafnostic. Donc dans le cadre de Diafnostic, qui est développé par l'INRA de Orléans, 2 mesures simples prises à intervalles de 10 ans environ, donc que ce soit la hauteur de l'arbre et le diamètre, permettront de connaître le volume de bois, et donc l'âge d'exploitation de nos bois, plutôt bois d'œuvre. Et à partir de ces 2 mesures, il y a des modélisations sur la dynamique de développement du houppier, par exemple, et de l'ombrage, qui peut être partagée aux différents partenaires, et notamment aux éleveurs qui vont renseigner ces mesures-là. Ça permettra aux éleveurs de savoir à quel moment il se sera nécessaire d'exploiter leurs arbres. Et enfin, je voulais vous parler rapidement aussi du label haie. Donc le label haie, c'est un label qui est mis en place par l'AFAC Occitanie, l'Association française de l'arbre et de la haie champêtre, agroforesterie, l'AFAC nationale. Et donc là où c'est les différents opérateurs de la haie qui vont faire des diagnostics chez les propriétaires et chez les différents agriculteurs qui possèdent des haies, afin de favoriser une gestion durable des haies et permettre d'augmenter la production.
Donc, ce label E, il est mis en place dans le cadre des paiements pour services environnementaux qui sont souvent mobilisés par les agences de l'eau. Et je vous enjoins à vous renseigner s'il y a des paiements pour services environnementaux qui sont proches de chez vous et qui vous permettront d'avoir du conseil pour la gestion de vos haies et pour avoir une gestion durable et une meilleure valorisation, notamment en termes de biomasse de vos haies. Vous pourrez avoir du conseil, notamment lors du pré-diagnostic qui peut être réalisé par un expert régional qui va suivre le cahier des charges donc, de ce label E pour vous permettre d'accéder à différents niveaux et vous permettre aussi de mieux valoriser la biomasse de vos arbres. Donc, dans le cadre du label E, il y a plusieurs critères, il y a une trentaine de critères qui existent en lien avec la gestion concrète des haies, et ça va vous permettre d'avoir des indications assez importantes sur les modalités de gestion, sur quand est-ce qu'il faut réaliser la taille, quand est-ce qu'il faut réaliser des coupes à blanc. C'est ces ensembles de données qui pourront vous être partagées dans le cadre du label E. Et ensuite, pour donner un ordre d'idée, pour réagir à des informations qu'il y a eu ce matin dans les différentes présentations, sur le temps aussi qui est nécessaire pour l'entretien des parcours arborés. Nous, on estime à peu près qu'un hectare en agroforesterie, donc environ 80 arbres, une densité de 80 arbres hectares, il y a environ un jour d'entretien qui est réalisé par an, notamment en lien avec la taille d'entretien, et la taille d'élagage et la taille de formation. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Donc du coup, au niveau du timing, on est plutôt très bon. Donc je vous propose de continuer donc par la dernière présentation en repassant la parole donc à Geoffrey Chiron et Marion Pertusa qui vont nous présenter finalement les outils disponibles dans le package bouquet. Donc, je voulais un peu représenter les étapes de comment on réalise un diagnostic bouquet. Là, on a parlé surtout des résultats, mais on va revenir un peu en arrière pour voir vraiment concrètement comment ça se passe. Donc, j'en avais un peu parlé tout à l'heure. Il y a 3 étapes principales. Il y en a une au bureau où on fait un peu de la cartographie. Il y a un entretien avec l'éleveur et des relevés sur le terrain. Donc, pour plus précisément, comment ça se passe ? Donc, la partie en amont sur le bureau, c'est là où on va vraiment saisir tous les éléments cartographiques. Donc, on va aller sur Géoportail, on va récolter plusieurs éléments, notamment tout ce qui sera éléments arborés, un peu de façon similaire à ce qui est fait dans la PAC pour les SIE. Mais en plus simplifié, adapté pour les parcours. On va regarder aussi sur tout ce qui sera pente et puis pour voir comment s'écoulent les eaux, pour identifier plus précisément le risque eau, voir la pluviométrie. En fait, récolter toutes les données en amont qui permettent ensuite de faciliter le diagnostic. Lorsqu'on ira une fois sur place avec l'éleveur, là, on va poser tout un tas de questions. Donc, il y aura tout ce qui sera relatif aux performances technico-économiques. Donc là, on va prendre en fait les résultats de l'année précédente à l'année de l'évaluation. Donc, il faut pour cela prévenir l'éleveur qu'il ait tout à disponibilité. Après, on est sur des grandes des chiffres vraiment très globaux. On sera sur la quantité d'aliments consommés, la mortalité, le nombre d'animaux au départ, le nombre d'animaux à la fin, la durée d'élevage, etc. Donc, c'est des données qu'on retrouve facilement, mais bon, c'est bien de les avoir à disposition. Donc oui, pour les poulets de chair, c'est effectivement sur les résultats des lots abattus l'année précédente, l'année d'évaluation, et pour les pondeuses, c'est sur le lot précédent. Donc, on va aussi ensuite, ce sera un questionnaire plus qualitatif sur le temps de travail, sur ses interactions avec les consommateurs, où là, il n'y a pas spécialement besoin de documents en amont, c'est juste une perception de l'éleveur. Et enfin, on va faire des relevés sur le terrain. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à relever. Donc, on va faire, par exemple, pour estimer la biodiversité animale, on va faire un transect. Donc, parcourir le parcours d'un bout à l'autre pour compter le nombre d'arthropodes volants qu'on va voir. On va regarder l'état de la prairie pour voir si elle est plus ou moins utilisée, voir le nombre d'espèces qu'on a dedans. Et puis, on va aussi qualifier sur tout ce qui sera arbre,
Donc la diversité au niveau des essences, regarder leur potentiel de production en bois d'œuvre ou bois d'énergie et en stockage de carbone. Et puis aussi qualifier le sol, la texture du sol avec un test du boudin. Une fois toutes ces données collectées, on va le renseigner dans un outil Excel. Donc, il y a 3 onglets qui sont à compléter qui correspondent aux 3 étapes de l'évaluation et qui va ensuite nous permettre de nous donner des résultats donc globaux par catégorie de service. Donc, c'est la fleur que vous avez sur la gauche. Donc, vous avez les 5 pétales qui sont les 5 catégories de services. En vert, c'est le résultat de l'évaluation. Plus vous vous rapprochez du centre, plus vous vous rapprochez d'une note 0, donc d'une moins bonne note, plus la note va vers l'extérieur, vers le fond des pétales, plus la note sera meilleure. Et vous avez également des onglets par catégorie de service qui vous indiquent des résultats par service et par indicateur. Pour faire cette méthode, donc il y a l'outil Excel qui est disponible et il y a également un guide d'explication de cette méthode pas à pas qui présente les 3 étapes de façon détaillée avec une liste du matériel nécessaire pour effectuer l'évaluation, avec les consignes de collecte des différents indicateurs, des planches d'identification qui peuvent être utiles au niveau de la flore et de la faune et illustration des modalités de saisie dans l'outil bouquet. Ensuite, donc, on a suite au test de cette année, on a identifié différents éléments qu'on va produire prochainement. Donc, notamment tout ce qui sera des fiches techniques pour comprendre comment les services sont calculés et les leviers pour les améliorer, donc pour aller jusqu'aux préconisations. Donc ça va être fait très rapidement et ça va être disponible pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Et ensuite, on a un projet qui a été déposé en région Auvergne-Rhône-Alpes pour continuer le travail sur les parcours, en lien justement avec Agroof, pour faire des outils de simulation des aménagements, donc essayer d'acquérir un peu plus de références sur qu'est-ce que ça va donner au niveau des points d'ombrage, comment on va pouvoir diminuer le stress thermique des animaux par les microclimats, le temps qu'on va passer si on fait tel ou tel aménagement. Donc, essayer d'intégrer un peu cet outil de simulation. Et puis également, travailler donc avec ce qu'a présenté Marion, un arbre de décision pour guider les éleveurs qui souhaitent aménager leur parcours en fonction en fait des profils qu'on aura identifiés. Donc, c'est vraiment la poursuite de ce que Marion vous a présenté tout à l'heure. Donc là, on a fait un panel test cette année, mais on va poursuivre le travail. Donc en développant le groupe d'utilisateurs. Donc si vous souhaitez participer à ça, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse du coup vous former à la méthode bouquet et puis qu'elle puisse être déployée plus largement sur le terrain. Maintenant qu'on aura eu les retours et qu'on l'aura amélioré. Ensuite, donc du coup, un des deuxièmes outils qu'on a réalisé, donc un des livrables du projet bouquet, c'est un jeu sérieux. Donc l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser plus largement à la question d'aménagement par un outil un petit peu original et utilisé en pédagogie active, donc un jeu sérieux. Donc l'idée, donc les intérêts du jeu sérieux, c'est de pouvoir toucher différents profils de personnes, faciliter l'appropriation de notions transmises, permettre la concrétisation de concepts théoriques. En fait, en jouant, les participants s'impliquent forcément plus dans la thématique et apprennent de façon facilitée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer un jeu sur la question de l'aménagement des parcours et surtout pour faire plus approcher la notion de service rendu par les parcours. Donc, le jeu sérieux, c'est un outil qui est présent en fait dans les modalités de pédagogie active et notamment en agriculture, avec plusieurs jeux qui ont déjà été développés sur différentes thématiques, notamment le rami fourrager, Ruralis, Soumission Éco-Phyto, qui sont des jeux de plateau aussi pour sensibiliser à différentes questions comme le changement climatique, la biodiversité, etc. Donc les objectifs du jeu bouquet, ils étaient triples. Donc le premier, c'était de pouvoir sensibiliser à la diversité des services générés par un parcours et de faire en fait appréhender cette notion de service un peu plus simplement par la mise en place d'un jeu, de considérer aussi tout ce qui était contraintes pratiques, exigences techniques, et surtout de faciliter les échanges et les partages d'expériences. Donc là, c'est vraiment le point central des objectifs et des intérêts du jeu, c'est de pouvoir par le jeu de faciliter les échanges entre les participants.
Donc c'est un jeu de plateau. Donc le but c'est de pouvoir aménager un parcours de volaille. Donc on a un plateau central qui simule en fait un parcours de volaille non aménagé. Et le but par équipe c'est de pouvoir constituer un aménagement de parcours en générant le maximum de services. Donc c'était un jeu qui a été pensé pour être joué à 4, plus ou moins 1, avec un animateur. Donc c'est un jeu de plateau avec un plateau qui représente le parcours, un plateau qui représente les services et ensuite tout un jeu de cartes et de tuiles et de pions pour amener à l'aménagement du parcours et faire avancer les volailles ensuite sur le plateau. Donc c'est un jeu qui dure environ 1h30 avec à peu près 20 minutes de présentation des règles au début. Donc pour une présentation succincte, donc là vous avez le plateau qui représente le parcours avec donc le bâtiment en début de plateau et le but c'est d'aménager le parcours et de générer des services. Et donc cela se fait en fonction d'un contexte. Donc il y a une partie du contexte qui est imposée par le jeu. Donc il y a des cartes qui sont tirées au sort et qui vont mettre en place le contexte du jeu au niveau du territoire, de la société, du contexte pédoclimatique, du parcours, etc. Ensuite, l'équipe se met aussi d'accord sur des objectifs, sur des piliers de qualité de vie qu'ils vont prioriser. Et le but, c'est d'aménager le parcours en fonction du contexte du parcours, du site de production, en fonction de ressources limitées en temps et en argent. Et puis, il y a des aléas aussi qui sont impliqués dans le jeu pour donner l'aspect ludique. Et voilà. Et donc, le but, c'est d'aménager son parcours. Donc, on a 5 tours. Il y a plusieurs possibilités d'aménagement. Et à chaque fois, donc, l'équipe dispose d'unités d'argent, d'unités de temps et vont placer des tuiles sur le parcours. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir amener un échange sur la thématique du parcours, un échange sur la thématique des services rendus et que chacun puisse amener un peu son expérience, etc. Et donc là, c'est tout l'intérêt du jeu. Et à la fin de ce jeu, donc c'est un jeu qui est à destination des éleveurs ou des étudiants en cursus agricole. Et l'idée, c'est de pouvoir servir d'introduction à la thématique d'aménagement dans des ateliers, par exemple, ou des formations. Et après, le but, c'est de pouvoir aussi débriefer et de ramener un peu plus de concret dans les échanges qui ont eu lieu. Donc voilà, donc c'est un outil pour l'instant qui est en format prototype et qui peut être totalement testé actuellement pour des formations, des ateliers, pour des éleveurs ou pour des étudiants, que ce soit en lycée ou en école d'ingénieur. Donc voilà pour l'outil qui a été développé. Merci Marion, merci Geoffrey pour cette présentation concrète des outils disponibles finalement dans l'outil bouquet et dans le package bouquet qui va avec cette méthode. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite donner la parole donc à Stéphane Le Thué pour qui préside cette séquence afin qu'il puisse nous conclure les travaux de cette matinée et conclure ce webinaire sur l'aménagement des parcours. Merci à tous pour votre implication. Merci à ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, pas de souci. Donc, merci à tous pour à tous ceux qui sont intervenus pour faire les présentations. Merci à tous aussi pour votre participation. Je pense que c'est important de faire ce type de réunion pour rappeler tous les intérêts que peuvent avoir les parcours de volailles. Bon, ils ont été largement évoqués pendant la présentation, mais je tiens à préciser aussi l'importance que peuvent avoir les groupements, les ODG, parce qu'effectivement, un éleveur seul peut facilement visualiser. C'est plus simple de voir toutes les contraintes pour pouvoir, que de voir tous les bienfaits que peut avoir l'intégration d'un aménagement de parcours efficace. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on implique et qu'on motive les groupements. J'espère que ce webinaire pourra être partagé largement à un maximum de personnes qui n'étaient peut-être pas forcément présentes. Je ne sais pas s'il y aura l'occasion de le faire facilement. Mais en tout cas, voilà, l'implication est importante parce que, et on le sait, si les parcours de volailles ne sont pas suffisamment aménagés, on a de nombreux risques qui peuvent arriver aussi demain avec une concentration des animaux juste devant la sortie. Donc
qu'il faut vraiment qu'on réussisse à répartir au mieux les animaux, parce qu'on risque aussi des problématiques d'azote, de phosphore. Vous avez parlé de captation de carbone, mais on capte aussi effectivement tous les éléments minéraux dans le sol liés aux déjections des volailles. J'imagine que les premiers mètres sont souvent bien riches, donc il faut réussir à répartir au mieux les volailles. Donc il y a tous les autres bienfaits qui ont été évoqués pour l'acceptabilité de nos modes d'élevage qu'on défend, surtout dans un contexte bien particulier, comme vous l'avez signalé en introduction. Donc voilà ce que je souhaitais préciser pour conclure cette journée, ou cette matinée plutôt. Voilà, je vous remercie de ces interventions, et puis je ne sais pas quelle suite pourra être donnée, si d'autres moments comme ça pourront être partagés. J'imagine que l'ITAVI aura des propositions à faire à l'ensemble des éleveurs et des professionnels de la filière, peut-être pour continuer à motiver et à donner des solutions aux éleveurs. Donc voilà, et surtout aux organisations et aux éleveurs d'utiliser les méthodes qui peuvent être proposées. Merci à vous. Donc effectivement, on ne manquera pas de communiquer sur les résultats des travaux et les travaux de Bouquet, donc vous l'avez compris, se poursuivent activement. Geoffrey et Marion sont à votre disposition, notamment pour former les prescripteurs en fait qui voudraient utiliser concrètement la méthode Bouquet. Donc, je vous remercie en fait pour votre participation. Encore à nouveau, je remercie donc Monsieur Letué pour cette conclusion. Je remercie donc les sponsors aussi qui ont bien voulu contribuer à l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc à nos sessions de fin d'année, donc que ce soit dans le Sud-Est ou que ce soit à Rennes pour la poursuite de la présentation de nos différents travaux. Merci à tous et Merci bonne à vous. journée. Merci à tous.